Bienvenue et bonjour Linda Kebab. Bonjour. Et merci de votre présence. C'est votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1. Vous êtes policière, vous êtes la secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Vous êtes l'auteur du livre également Gardienne de la paix et de la révolte. On a appris ce matin, Linda Kebab, qu'un individu, un centrafricain, une sorte d'influenceur qui avait incité aux émeutes et aux violences contre les policiers dans la ville de Brest, avait échappé à la prison ferme. Il a été jugé, il a été coupé d'une peine de prison avec du sursis et puis quelques heures d'intérêt général. Comment vous réagissez à une telle information ce matin ? Vous avez posé le contexte. Il ne s'agit pas de l'erreur d'un ado de 12 ans mal cadré. Non, il s'agit d'une personnalité. C'est l'enquête et le procès qui l'ont démontré. Une personnalité qui a connu la guerre dans sa jeunesse puisqu'il vient de Centrafrique. Une personne qui a été accueillie en France et une personne qui découvre sur le territoire français toute la chance qui lui est donnée. Et qui a en guise de remerciement ces propos juste inacceptables, parce que quand on dit qu'il faut faire du sale aux policiers, on ne parle pas de vol de canette, comme on peut parfois le lire ou l'entendre de la part de certaines personnes qui dénient l'existence de ces émeutes l'été dernier. On ne parle pas de vol de canette, on parle de faire du sale, c'est-à-dire on parle d'agresser, voire plus, des forces de l'ordre, de piller, de détruire le pays dans lequel on réside. Une policière républicaine ne devrait pas dire ça, mais je vais me permettre, le monde est vaste. Si les institutions françaises ne lui conviennent pas, écoutez, il peut partir. En l'espace de... Il peut partir, quitter la France. Oui, bien sûr. On appelle à attaquer les policiers, c'est qu'on n'aime pas le pays dans lequel forcément... Bien sûr, on a le droit de ne pas aimer un territoire donné ou ses habitants. Je veux dire, libre à chacun de résider là où il le souhaite. Mais dans ces cas-là, il faut avoir de la cohérence entre son propos et ses actes. Et en même temps de demander un titre de séjour, puisque visiblement ce sont les velléités de ce monsieur, ça n'a pas de sens. Et puis en plus, quand on voit la décision de justice, une peine avec sursis et des travaux d'intérêt, je m'inquiète un petit peu parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas un appel à voler des canettes de soda. D'autant plus qu'il semblerait que le président, enfin en tout cas le juge qui a traité cette affaire, lui a dit qu'il aurait des difficultés à obtenir son titre de séjour. Alors personnellement, j'en doute, parce qu'on voit des auteurs parfois de violences conjugales condamnés qui obtiennent malgré tout leur titre de séjour. Mais accessoirement, j'ai envie de me dire, mais pourquoi est-ce que dans ces cas-là, alors que visiblement le juge prend la mesure des propos qui ont été tenus et leur gravité, pourquoi une peine avec sursis? Est-ce que finalement la justice elle-même ne souffre pas d'une difficulté à pouvoir faire condamner fermement des gens parce que, encore une fois, on a toujours des circulaires qui encouragent les juges à ne prononcer qu'en fonction des capacités hôtelières des établissements pénitentiaires. C'est très important ce que vous dites, parce qu'en l'espace de quelques semaines, Linda Kebab, nous avons évoqué sur nos antennes l'attaque d'un policier dans un commissariat à La Rochelle. Attaque avec un couteau. L'agression d'une femme, cette fois-ci, c'était la compagne d'un policier qui a été reconnu dans le RER-A en gare de Marne-la-Vallée, qui a été violemment agressée par 4 jeunes femmes des pays de l'Est. Comment vous analysez de tels faits qui s'accumulent? Là, c'est un espace-temps qui est extrêmement court. Écoutez, on a conscience dans notre profession de l'exposition de notre intégrité qui est mise en danger lorsque l'on exerce. On en a aussi conscience, on n'est pas naïf en dehors de notre service. Mais nous avons aussi conscience, particulièrement, je dirais, depuis une quinzaine d'années, depuis que finalement le policier, on lui a retiré un petit peu cette notabilité, vous savez, cet acteur de la cité au sein de notre société française. Eh bien, des risques encourus par les conjoints, les enfants et les familles de manière générale. On l'a vu lorsqu'il y a eu des grosses crises sociales où des policiers étaient suivis jusqu'à leur domicile et leurs conjoints et enfants menacés. Malheureusement, cette hausse, elle ne trouve pas de réponse parce qu'on constate de plus en plus que ce sont des jeunes délinquants ou criminels qui s'en prennent à des forces de l'ordre ou à leur famille. Et néanmoins, ce parcours délinquant très très jeune, très juvénile, n'est pas arrêté par les institutions, et notamment les institutions de justice, encore une fois, probablement par manque de moyens, par manque de formation, d'anticipation, je ne sais pas. Je pense que c'est un vrai sujet d'État. Anticipation, vous y mettez aussi de l'idéologie de la part de certains, je dis bien certains, il ne s'agit pas d'essentialiser magistrats aussi, qui ne prennent pas peut-être conscience de la gravité des actes envers des policiers et de leur entourage familial. Oui, bien sûr, il y a évidemment des magistrats qui adhèrent pleinement à la harangue de Baudot, vous savez, un de ces grandes figures éminentes du syndicat de la magistrature, qui disait qu'il fallait toujours prendre parti pour le voleur que pour le policier. Et puis accessoirement, des personnes qui sous-estiment finalement les faits dès lors qu'ils touchent des forces de l'ordre ou même le kidam lambda et qui bizarrement rencontrent des sanctions beaucoup plus fermes lorsque ce sont les magistrats qui sont outragés. Comme quoi, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et là, dans le cadre de ce procès-là, il y a une attente énorme. Là, on parle du procès du meurtrier présumé d'Éric Masson. L'individu est soupçonné d'avoir abattu le 5 mai 2021 ce policier lors d'une opération sur un point de deal à Avignon. Le dossier est très lourd, vous le savez, Linda Kebab. Le suspect nie toujours les faits. Tout d'abord, moi, je voudrais rappeler qu'il y a eu un traumatisme profond, véritablement, pour les policiers et au-delà. Ce policier ne faisait que son travail sur un point de deal. Comment vous le vivez en tant que policière, ce procès qui s'est ouvert hier ?
C'est en regardant à nouveau cette photo d'Éric Masson que vous avez la bonté et la décence d'afficher. On se rend compte que, on est encore un peu traumatisé, j'ai envie de dire, parce que lorsque l'on apprend finalement ces faits, on a tous été dans le déni. Je veux dire, on a appris rapidement les faits et on n'y a pas cru. Dans les rangs policiers, même les représentants du personnel, on n'y a pas cru parce que souvent dans l'imaginaire, on imagine que les policiers sont en danger lorsqu'ils vont, par exemple, sur une prise d'otage, lorsqu'ils font partie des forces d'intervention. En réalité, c'est souvent la police du quotidien qui est confrontée au risque de blessures graves et de mort. Vous savez, on est au cœur de la cité des papes, dans une ville moyenne qui n'est pas, disons les choses, la plus criminogène, même si elle rencontre de grandes difficultés, mais la plus criminogène au monde. Des policiers qui sont appelés initialement sur un simple différend qu'ils ne constatent pas en arrivant et pour lequel, du coup, étant sur place, ils voient finalement qu'il y a un point de stup, comme il y en a des dizaines de milliers d'autres en France. Il faut un contrôle très lambda et l'un d'eux est abattu, je suis désolée, comme un chien. Par une arme de guerre. Comme un chien. Par un homme qui avait été multicondamné, qui n'a pas saisi la chance qu'il avait d'avoir eu face à lui une justice qui finalement a été très clémente et qui a décidé non plus d'être un délinquant mais un criminel. Évidemment, nous sommes profondément affectés parce qu'on a tous, policiers, commencé comme ça sur la voie publique à exercer des missions de contrôle sur du trafic de stupes suite à des différends. Et à tout moment, on sait que ça peut nous arriver. C'est arrivé à Éric Masson, un policier décrit comme intègre, loyal, courageux, un père de deux filles qui aujourd'hui sont orphelines tout simplement parce que leur père a simplement fait son métier. En France, en 2021, je rappelle juste que nous sommes un pays qui est pacifié. Nous ne sommes pas dans les favelas d'Amérique du Sud. Nous sommes en France, au cœur de la cité des papes, dans un quartier historique, et ce policier a été abattu. Vous dites nous sommes en France et vous faites une comparaison avec notre pays. Au moment où vous parlez, Linda Kebab, cela me rappelle ce qu'avait dit la mère de la jeune Sokaina, cette jeune fille qui a été abattue chez elle à Marseille. La mère avait eu cette phrase très forte, mais elle dit nous ne sommes pas en Colombie, nous sommes en France. Et ça s'est passé sur le sol français. Est-ce que le suspect, là je parle du procès du meurtrier présumé d'Éric Masson, peut garder cette ligne de défense Linda Kebab, là je vous pose quand même, comment vous le ressentez? Il affirme qu'il n'était pas sur les lieux des faits malgré des détails techniques quand même assez forts. Il affirme qu'il ne savait pas que Éric Masson était policier. Je le précise, et pardon de rentrer dans ces détails, qu'un brassard de police a été trouvé à côté du corps du policier et tout le monde sait que la peine ne sera pas la même s'il savait qu'il était policier ou pas, même si on parle de la mort d'un homme, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, que vaut la parole de cet individu ? Je vous l'ai dit il y a quelques secondes, 19 ans, multi-connu des services de police et de justice, multi-condamné, multi-chance de s'en sortir et de faire amende honorable. Et finalement, dealer à 19 ans qui a décidé de basculer dans la criminalité la plus mortifère qui soit. Vous l'avez dit, un brassard a été retrouvé près du corps d'Éric. L'acheteuse de ce produit stupéfiant qui est à l'origine du contrôle de nos collègues a fini par le reconnaître que Éric avait bien son brassard visible dans la main. Donc, du coup, elle savait qu'elle avait affaire à des policiers. Lorsque ces deux policiers ont été abordés par les deux dealers dont fait partie le meurtrier, Éric, tout de suite dit qu'il était policier, puisque à ce moment-là, il estime pouvoir interpeller, étant en flagrant délit, les dealers qu'il avait quelques minutes avant, identifiés comme étant ceux de la transaction. Parce qu'on parle beaucoup d'Éric, on oublie aussi Romain, oui, qui a été blessé, qui a été victime d'une tentative de meurtre, puisque c'est important de le préciser pour ceux qui trouveraient encore des excuses vis-à-vis de l'auteur, c'est que là où l'auteur dit qu'il ne savait pas qu'il avait affaire à un policier, lorsqu'il tue notre collègue Éric, Romain continue de crier « police, police », et malgré tout, il fait l'objet de tirs. Ça m'interpelle ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vaut la parole de cet individu qui a été à de multiples reprises condamné. Mais au cours du procès, ça va être sa parole contre la parole de vos collègues. Et malheureusement, vous savez, on a décliné progressivement, j'observe ça depuis à peu près une douzaine d'années, où la parole du policier ne vaut plus grand-chose, malheureusement, vis-à-vis de certains parquets. Autrefois, la parole du policier, elle était déclinée à travers les procès-verbaux, notamment ceux que l'on rédige. Je rappelle qu'Info nous rend passible de la cour d'assises. C'est dire la valeur d'un procès-verbal rédigé par un policier. Eh bien aujourd'hui, quand on interpelle quelqu'un, lorsque même nous sommes victimes, policiers, d'un outrage, d'une rébellion, des violences à notre égard, eh bien, de plus en plus, les parquets, depuis une douzaine d'années, exigent des confrontations entre l'auteur et le policier. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant l'enquêteur dans une confrontation en tenue, à devoir tenter de convaincre un procureur que nous ne sommes pas des menteurs. Vous devez justifier
Oui, davantage depuis une douzaine d'années? Oui, bien sûr. Moi, j'ai refusé, pour ma part, sur la voie publique. J'ai toujours refusé les confrontations avec les auteurs. Lorsque j'étais au commissariat de Créteil, en disant, mais moi, ma parole, elle est dans un procès-verbal que j'ai signé. Je suis un policier assermenté. Je suis agent de police judiciaire. Je n'ai pas de raison de me confronter, enfin, en tout cas, que ma parole soit confrontée à celle d'un auteur, quand bien même il a une ligne de défense mensongère. Après, charge aux magistrats d'aller jusqu'au bout. Néanmoins, sur cette affaire-là, on a quand même une ordonnance, enfin, mise en accusation qui est claire, qui dit que cet homme ne pouvait pas ignorer la fonction de policier d'Éric et de Romain. La justice sera faite si? Quelle peine? Eh bien, verdict? Vous savez, cette affaire a ébranlé les rangs policiers. Nous avions, moins de 2 semaines après, organisé une manifestation au pied de l'Assemblée nationale. Avec des mots qui ont été aussi prononcés contre vous par certains politiques. Oui, bien sûr. C'était, je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, factieux. Bien sûr, et je vais y venir avec grand plaisir. À ce moment-là, nous avions dit au garde des Sceaux, au président de la République, au Premier ministre, nous leur avions dit, nous attendons pour les meurtriers de policiers des peines, perpétuité avec des peines incompressibles. Une promesse vous a été faite, un engagement a été pris? Une promesse avait été faite. Alors même si le code pénal prévoit que déjà les 30 ans de sûreté soient garantis quand il s'agit de la mort d'un policier, 22 ans pour le kidam lambda, malgré tout, le garde des Sceaux nous avait dit c'est une promesse, une véritable promesse. Eh bien, nous allons voir si cette promesse sera tenue. C'est un engagement du garde des Sceaux, mais également de l'ensemble des autorités politiques qui sont à la tête de ce pays. Nous verrons si le 19, finalement, le 19 février, donc date du verdict, eh bien, cette parole sera tenue. Et donc cette manifestation, pour répondre à votre question, elle avait fait l'objet, finalement, de la venue d'un tas de partis. De Europe Écologie Les Verts, les communistes, la majorité présidentielle, les Républicains, le RN, tout le monde était présent, sauf un parti, la France Insoumise. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce parti, par la voix notamment de son ex-futur candidat à la présidentielle en 2022, M. Mélenchon, mais également d'autres députés de cette famille politique, avait traité notre manifestation de factieuse. Qu'est-ce qu'il y a de factieux à venir au pied de l'Assemblée nationale pour appeler à l'aide les députés, c'est-à-dire la reconnaissance ô combien forte du rôle du législateur dans la défense des policiers? Nul ne remettrait en question l'action des agriculteurs ces derniers jours, ces dernières semaines, et la légitimité de leur action vis-à-vis du législateur des agriculteurs qui demandent de nouvelles normes pour la survie de leur métier dont dépend notre survie alimentaire. Eh bien, la survie de notre métier à nous, policiers, c'est votre intégrité physique, évidemment. Et c'est la survie sécuritaire de notre population. Et quand nous demandons des mesures aux législateurs pour protéger les policiers qui déjà officient et exercent et exposent leur intégrité physique H24, il n'est pas non républicain et il n'est pas factieux d'exiger du même législateur qu'il puisse nous apporter des garanties, faire en sorte que l'on puisse apporter une sorte de choc carcéral auprès de tous ceux qui sont susceptibles d'attenter à nos vies. Il n'y a rien de factieux. Et pourtant, ce parti politique qui est très électoralement, de manière très calculée, aujourd'hui encourage à juste titre les actions des agriculteurs, tout en traitant de factieux les mêmes actions des policiers qui n'avaient pas d'autre velléité qu'à assurer une prestation de sécurité à la population, comme les agriculteurs souhaitent une prestation alimentaire à l'égard de la population française. Votre colère est mêlée d'émotion, évidemment, parce que ce procès a une charge émotionnelle extrêmement lourde. Linda Keba, vous avez dit choc carcéral. Là, nous sommes dans un cas extrêmement grave. Il y a aussi, évidemment, les agressions quotidiennes, les cambriolages, les vols. Et c'est une information Europe 1, une très nette augmentation de cette délinquance en tout genre. Alors, Europe 1 a eu accès à un bilan, c'est très précis, de la sécurité publique en zone police sur l'année 2023. C'est édifiant, surtout pour les petites et moyennes villes. Ce n'est pas une surprise, et encore moins pour vous, Linda Keba. Parfois, c'est quand même... est-ce que cette hyper-violence finalement généralisée, est-ce que c'est encore au niveau des forces de l'ordre ? Vous savez, ça fait quelques années qu'on a observé finalement cette délinquance itinérante, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les grandes villes profitent de plus en plus finalement de plans de charge, de recrutement au sein de la police. Je parle des zones police, pas gendarmerie, et donc du coup d'une présence policière qui peut-être peut décourager les auteurs de violences ou de délinquance acquisitive et qui du coup vont aller s'éparpiller. La deuxième chose, c'est tout simplement les mouvements urbains. De plus en plus, on l'a constaté, c'est que au profit des grandes villes, ce sont les moyennes villes qui se retrouvent notamment desservies par les LGV, les TGV, qui ont été frappées. Je pense notamment à Nantes, Angers, Bordeaux, etc.
Il y a évidemment l'action de police dans certaines villes. Vous savez, Bordeaux, il y a quelques années, souffrait très fortement du fléau des MNA, des vols avec violence, notamment dans les transports et dans l'hypercentre. Et puis, écoutez, il y a eu une décision à l'époque du directeur de sécurité publique de renforcer les services d'enquête au sein du commissariat de Bordeaux, qui ont permis d'éclater ces groupes de MNA extrêmement violents. Mais ces gens-là, ces auteurs, sont dispersés aujourd'hui et ils sont aujourd'hui à Agen, Toulouse, etc. Et donc, évidemment, cette hausse, nous, on l'attendait, on l'avait anticipée il y a quelques années. Je me souviens de la parole du ministre de l'Intérieur il y a pas 2 ans, 3 ans, grand max, qui se félicitait de la baisse de la délinquance généralisée en France. Sauf que ce qui intéresse nos concitoyens et les téléspectateurs et les auditeurs, ce n'est pas de savoir qu'ils risquent moins de se faire escroquer leur carte bleue pour lesquelles il y a toujours une assurance. Non, c'est de savoir que leur enfant puisse être agressé dans les transports, leur fille violée, saucissonnés à leur domicile. Bref, c'est leur intégrité physique qui importe. Et ce que l'on observe au détriment malgré tout, et j'ai eu des mots parfois avec certains sociologues qui refusaient de le reconnaître, or les chiffres le disent et le confirment, il y a une hausse sans précédent des tentatives d'homicide et des homicides en France. Des tentatives d'homicide et des homicides, madame, vous vous rendez compte? On a passé la barre des 1000 victimes en 2023. C'est énorme. Je voudrais conclure avec vous, Linda Kebab, c'est important sur ce qui s'est passé hier, la demande d'expulsion de Gérald Darmanin en quelques mots à l'encontre de cet imam du Gard, ressortissant tunisien, qui a affirmé que le drapeau français était un drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Cet individu a affirmé finalement que c'était un lapsus. Alors beaucoup de questions que font ces individus sur notre salle, mais surtout ce sondage CSA pour CNews. Alors la question est claire et directe. Faut-il expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français? C'est le cas de celui-ci, sans appel, 92%. Oui, toute la question, évidemment, c'est l'application de ces expulsions. Oui, et les heures qui ont suivi le tweet de M. Darmanin, le parquet de Nîmes a décidé d'ouvrir une enquête pour apologie du terrorisme. Donc on verra ce que ça donnera. Je vais être très factuelle, Madame Mabrouk, il ne pourra pas être expulsé. Parce qu'à la différence de l'affaire avec M. Iquissen, en effet, au début, une autorité judiciaire administrative avait dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ces enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a des enfants mineurs. Donc il ne sera pas expulsé. Fin du game. Merci Linda Kebab. Merci, c'était votre grande interview sur CNews et Europe 1 et à très bientôt.